Hashtag au IIIe siècle avant notre ère, deux puissances dominent la Méditerranée occidentale. Rome contrôle l'ensemble de la péninsule italienne après des décennies de conquêtes brutales. Carthage, fondée par les Phéniciens près de l'actuel Tunis, vers 820 avant Jésus-Christ, règne sur un empire commercial colossal. Ses navires sillonnent toutes les mers, ses comptoirs jalonnent les côtes d'Espagne, de Sicile, de Sardaigne et d'Afrique du Nord. La cité punique possède le quasi-monopole du commerce méditerranéen et accumule des richesses phénoménales grâce au trafic de métaux précieux, d'ivoire, d'épices et de céréales. Les deux empires ont signé des traités en 508 et 348 avant Jésus-Christ, délimitant leurs zones d'influence respectives. Mais la Sicile, positionnée entre les deux géants, devient une source de tensions croissantes. Cette île fertile représente un enjeu stratégique majeur, contrôlant les routes maritimes entre l'Italie et l'Afrique. En 264 avant Jésus-Christ, les Mamertins, des mercenaires italiens qui ont pris le contrôle de Messine au nord-est de la Sicile, appellent Rome à l'aide contre Syracuse et Carthage qui assiègent leur ville. Rome hésite. Intervenir signifie rompre l'équilibre et déclencher un conflit avec Carthage. Le Sénat romain finit par accepter. Les légions traversent le détroit et mettent le pied dans Sicile. La première guerre punique commence. Les Romains remportent rapidement des victoires terrestres. Ils prennent Messine en 264, puis assiègent Agrigente. Après un siège éprouvant, la ville tombe en 262 sous les coups des légionnaires. Les Carthaginois perdent une place forte essentielle. Syracuse change de camp et s'allie à Rome, affaiblissant encore la position punique sur l'île. Mais Carthage domine les mers. Sa flotte, aguerrie par des siècles de navigation et de combats navals, menace constamment les côtes italiennes. Rome prend une décision audacieuse qui va changer le cours de la guerre. En 261, le Sénat ordonne la construction d'une flotte de 120 navires. Les charpentiers romains copient une quinquérème carthaginoise capturée et ajoutent une invention décisive, le corvus, une passerelle munie de crocs qui s'abat sur les navires ennemis, permettant aux soldats romains de transformer les batailles navales en combats d'infanterie. En 260, au large de Milae, le consul Duilius commande la première grande bataille navale de Rome. Les Carthaginois, confiants dans leur supériorité maritime, attaquent sans méfiance. Les Romains abattent leurs corvus sur les ponts ennemis. Les légionnaires se ruent sur les navires puniques, massacrant les équipages. 45 navires carthaginois sont coulés ou capturés. Rome, puissance terrestre, vient d'infliger à Carthage, maîtresse des mers, une défaite navale humiliante. La guerre s'enlise. En 256, le consul Régulus tente un coup audacieux. Avec 250 navires, il débarque en Afrique du Nord, près du Cap Bon, pour frapper Carthage au cœur. Il remporte des victoires initiales. Les Carthaginois paniquent. Mais Régulus, trop confiant, refuse des conditions de paix avantageuses. Carthage engage alors un mercenaire spartiate, Xanthippe, pour réorganiser son armée. En 255, Xanthippe écrase les Romains sur les plaines africaines. Régulus est fait prisonnier et meurt en captivité. Les années passent sans victoire décisive. Les flottes s'affrontent en Sicile et sur les côtes africaines. Les tempêtes détruisent des centaines de navires romains, mais Rome reconstruit sans cesse. En 249, les Carthaginois remportent une victoire navale à Drépanon, coulant 93 navires romains. Mais Rome ne cède pas. En 241, les Romains rassemblent leurs dernières ressources pour construire une nouvelle flotte. Aux îles Égates, près de la Sicile occidentale, le consul Lutatius Catulus attaque la flotte carthaginoise chargée de ravitaillement. Les Romains coulent 50 navires et en capturent 70. Carthage, épuisé financièrement, ne peut plus reconstruire sa marine. Le général Hamilcar Barca, malgré ses succès en Sicile, reçoit l'ordre de négocier la paix. Le traité de 241 est brutal. Carthage abandonne la Sicile, évacue toutes les îles entre l'Italie et l'Afrique, libère tous les prisonniers romains sans rançon et paie 3200 talents d'argent sur 10 ans. La première guerre punique a duré 23 ans. Rome est devenue une puissance maritime. Carthage a perdu sa première province. La défaite plonge Carthage dans une crise terrible. Les mercenaires, non payés depuis des mois, se révoltent.
Pendant 3 ans, de 241 à 238, la guerre des mercenaires ravage l'Afrique du Nord. Hamilcar Barca, le seul général capable de sauver Carthage, mène une campagne impitoyable et écrase finalement la rébellion. Mais Rome profite du chaos pour arracher la Sardaigne et la Corse à Carthage, exigeant 1200 talents supplémentaires. Cette trahison du traité de paix marque les Carthaginois au fer rouge. Hamilcar Barca emmène son fils Hannibal, âgé de 9 ans, au temple. Là, selon la légende, il fait jurer au garçon une haine éternelle envers Rome. Puis Hamilcar part conquérir l'Espagne pour donner à Carthage de nouvelles terres, de nouvelles mines d'argent et une nouvelle armée. Pendant 9 ans, il soumet les tribus ibères, fonde Carthagène et accumule des richesses colossales. Quand Hamilcar meurt en 228, son gendre Hasdrubal lui succède. À sa mort en 221, les soldats choisissent Hannibal, alors âgé de 26 ans, comme commandant en chef. Hannibal connaît un seul objectif, détruire Rome. En 219, il attaque Sagonte, ville alliée de Rome sur la côte espagnole. Le siège dure 8 mois. Les habitants résistent avec acharnement, mais finalement la ville tombe. Hannibal ordonne le massacre. Rome exige sa livraison. Carthage refuse. En 218, la deuxième guerre punique commence. Au printemps 218, Hannibal quitte Carthagène avec une armée gigantesque, 100 000 fantassins, 12 000 cavaliers et 37 éléphants de guerre. Son plan défie toute logique militaire. Plutôt que d'affronter la flotte romaine en Méditerranée, il va marcher jusqu'en Italie par voie terrestre, traversant les Pyrénées, la Gaule et les Alpes. Les tribus gauloises harcèlent la colonne. Les désertions se multiplient. Quand Hannibal atteint le Rhône en septembre, il ne lui reste que 50 000 fantassins et 9 000 cavaliers. Faire traverser le fleuve aux éléphants pose un défi monumental. Hannibal fait construire des radeaux recouverts de terre pour tromper les animaux. La traversée réussit, mais le général romain Scipion, débarqué près de Marseille avec une armée, tente d'intercepter les Carthaginois. Hannibal l'évite en remontant vers le nord et se dirige vers les Alpes. En octobre, l'armée atteint les montagnes. Les premières neiges ont déjà recouvert les sommets. La montée dure 9 jours sous les attaques incessantes des tribus montagnardes qui roulent des pierres sur les colonnes carthaginoises. Les hommes glissent sur les sentiers glacés. Les bêtes de somme basculent dans les précipices. Au col, Hannibal rassemble ses troupes épuisées et leur montre la plaine du Pô qui s'étend à leurs pieds. L'Italie est là, à portée de main. La descente est pire que la montée. Un éboulement récent a détruit le chemin. La pente vertigineuse est recouverte de neige durcie. Les éléphants ne peuvent pas passer. Hannibal ordonne à ses ingénieurs de tailler un nouveau passage dans le roc. Ils allument d'immenses feux contre la paroi rocheuse, puis jettent du vinaigre sur la pierre brûlante. Le roc se fissure. Les soldats l'attaquent à coups de pioche. Pendant 4 jours, ils creusent un chemin dans la montagne. Les éléphants peuvent enfin descendre. Après 15 jours dans les Alpes, Hannibal débouche dans la plaine du Pô. De son armée immense, il ne reste que 20 000 fantassins et 6 000 cavaliers. La plupart des éléphants périront durant l'hiver. Mais Rome ne s'attendait pas à cette apparition. Hannibal est en Italie. En novembre 218, près de la rivière Trébie, Hannibal affronte sa première armée romaine. Le consul Sempronius commande 40 000 hommes. Hannibal dispose ses troupes avec génie. Il envoie sa cavalerie numide harceler les Romains à l'aube. Sempronius, furieux, ordonne à ses légions de traverser la rivière glacée pour attaquer. Les soldats romains, trempés et frigorifiés, avancent en ordre. Mais Hannibal a caché 2000 hommes dans un ravin. Au moment critique, cette embuscade prend les Romains à revers. La cavalerie carthaginoise encercle les légions. 20 000 Romains périssent dans le massacre. En juin 217, au lac Trasimène, Hannibal tend un piège parfait. Il dévaste la campagne sous les yeux du consul Flaminius pour l'enrager. Flaminius, incapable de supporter cette humiliation, poursuit les Carthaginois sans prudence. Hannibal attire l'armée romaine dans un défilé étroit entre le lac et les collines. À l'aube, une brume épaisse recouvre le terrain. Les Romains avancent en colonne. Soudain, les Carthaginois surgissent des hauteurs et frappent sur les flancs. Les légionnaires, surpris, ne peuvent pas se déployer. En 3 heures, 15 000 Romains meurent,
dont Flaminius. 6000 sont faits prisonniers. Hannibal ne perd que 1500 hommes. Rome panique. Pour la première fois depuis des siècles, un ennemi étranger massacre ses armées en Italie. Le Sénat nomme Fabius Maximus dictateur. Ce général prudent refuse le combat frontal. Il harcèle Hannibal, détruit ses approvisionnements, coupe ses lignes de communication. Cette stratégie d'usure exaspère les Romains qui veulent une bataille décisive. En 216, Rome lève une armée colossale, 86 000 fantassins et 7 200 cavaliers, la plus grande force jamais rassemblée par la République. 2 consuls, Paul-Émile et Varron, partagent le commandement. Ils marchent vers Cannes, dans le sud de l'Italie, où Hannibal s'est emparé d'un important dépôt de céréales. Le 2 août 216, les 2 armées s'affrontent dans la plaine. Hannibal dispose 50 000 hommes. Il place ses Gaulois et Espagnols au centre, en formation convexe avançant vers l'ennemi. Sur les ailes, il positionne son infanterie lourde africaine. Sa cavalerie, supérieure en qualité, protège les flancs. Varron, qui commande ce jour-là, ordonne l'attaque frontale. Les légions romaines, massées en colonnes profondes, foncent vers le centre carthaginois. Les Gaulois et Espagnols reculent lentement, attirant les Romains dans le piège. La ligne carthaginoise se creuse, devient concave. Les Romains s'enfoncent toujours plus profondément, s'entassant au centre. Sur les flancs, la cavalerie carthaginoise écrase rapidement la cavalerie romaine. Les cavaliers numides galopent derrière l'armée romaine et attaquent par l'arrière. Simultanément, l'infanterie lourde africaine se referme sur les ailes des légions. Les Romains sont encerclés dans une tenaille de fer. 80 000 hommes comprimés ne peuvent plus manœuvrer ni se défendre. Ce qui suit est un massacre. Pendant des heures, les Carthaginois enfoncent leurs lames dans la masse humaine prisonnière. Le consul Paul-Émile meurt dans la mêlée. 50 000 Romains sont tués, 10 000 faits prisonniers. Hannibal ne perd que 6 000 hommes. Cannes devient le symbole du génie tactique absolu. 2000 ans plus tard, les écoles militaires étudient encore cette bataille. #après Cannes, l'Italie semble à portée de main. De nombreuses villes du sud font défection et rejoignent Hannibal. Capoue, Tarente, Syracuse. Philippe V de Macédoine s'allie aux Carthaginois. Rome paraît condamnée. Maharbal, le commandant de la cavalerie carthaginoise, supplie Hannibal de marcher immédiatement sur la capitale, distante de 400 km. Il lui lance cette phrase célèbre « Tu sais vaincre, Hannibal, mais tu ne sais pas utiliser ta victoire ». Hannibal refuse. Plusieurs raisons expliquent sa décision. Il ne possède pas de matériel de siège pour attaquer les murailles de Rome. Son armée, épuisée par la bataille, a besoin de repos. Surtout, Hannibal ne veut pas détruire Rome, mais briser son alliance avec les peuples italiens. Si tous les alliés abandonnent Rome, celle-ci s'effondrera sans combat. Cette décision sera fatale. Rome ne capitule pas. Malgré les pertes effroyables, le Sénat refuse toute négociation. Les Romains lèvent de nouvelles légions, enrôlant même des esclaves et des criminels. Ils appliquent la stratégie de Fabius Maximus, évitant les batailles rangées, harcelant l'ennemi, reconquérant lentement les villes passées du côté carthaginois. Pendant 13 ans, Hannibal reste bloqué en Italie du Sud. Carthage n'envoie presque aucun renfort, préférant investir en Espagne. En 211, Rome reprend Capoue après un siège terrible. En 212, Syracuse tombe malgré les machines de guerre géniales d'Archimède. En 207, Hasdrubal, le frère d'Hannibal, arrive d'Espagne avec une armée de secours. Mais au Métaure, les Romains l'interceptent et le massacrent. La tête d'Hasdrubal est jetée dans le camp d'Hannibal. Le général carthaginois comprend que tout est perdu. Pendant qu'Hannibal s'épuise en Italie, un jeune général romain change le cours de la guerre. Publius Cornelius Scipion a survécu à Cannes. En 211, son père et son oncle meurent en Espagne face aux armées carthaginoises. Personne à Rome ne veut reprendre le commandement dans cette province. Scipion, âgé de 24 ans, se porte volontaire. Il débarque en Espagne en 210 avec une détermination farouche. En 209, il attaque Carthagène, la capitale carthaginoise en Espagne. La ville est réputée imprenable, protégée par la mer et des murailles massives. Scipion découvre qu'à marée basse, une lagune se vide, permettant de franchir un mur moins défendu. Il lance un assaut frontal pour fixer l'attention des défenseurs, puis envoie des troupes traverser la lagune.
La ville tombe. Scipion libère les otages espagnols que les Carthaginois retenaient pour garantir la loyauté des tribus. Ces tribus rallient Rome. En 206, à Ilipa, Scipion affronte l'armée principale carthaginoise en Espagne. Il emploie une tactique brillante, renforçant ses ailes avec ses meilleures troupes et affaiblissant son centre. Les Carthaginois sont écrasés. L'Espagne est perdue pour Carthage. Scipion rentre à Rome en 205, auréolé de gloire. Il demande le consulat et obtient l'autorisation de porter la guerre en Afrique. Cette stratégie audacieuse divise le Sénat. Fabius Maximus s'y oppose, craignant que Hannibal n'attaque Rome si les légions partent en Afrique, mais Scipion convainc la majorité. En 204, Scipion débarque près d'Utique avec 30 000 hommes. Il noue une alliance décisive avec Massinissa, un prince numide spolié de son trône par Syphax, allié de Carthage. Massinissa apporte 6 000 cavaliers, des troupes d'élite qui égalent la cavalerie carthaginoise. Durant l'hiver, Scipion feint de négocier la paix. Les Carthaginois baissent leur garde. Une nuit, il lance un raid éclair, incendie le camp punique et massacre les soldats qui fuient les flammes. À la bataille des Grandes Plaines, il détruit l'armée carthaginoise principale. Carthage, terrorisé, rappelle Hannibal d'Italie. En 203, après 16 ans de campagne, le grand général quitte enfin l'Italie. Il débarque près d'Adrumète avec 12 000 vétérans, les survivants de tant de batailles. Il rassemble une nouvelle armée de 37 000 hommes, incluant 80 éléphants de guerre. Hashtag en octobre 202. Près de Zama, à 150 km de Carthage, les deux génies militaires s'affrontent enfin. Hannibal et Scipion se rencontrent avant la bataille. Hannibal, vieilli et fatigué, propose la paix. Scipion refuse. Seule une bataille peut décider du destin de la Méditerranée. Hannibal dispose 80 éléphants en première ligne pour briser les rangs romains. Derrière, il aligne ses mercenaires gaulois et ligures, puis son infanterie carthaginoise et africaine. Il garde ses vétérans d'Italie en réserve. Sur les ailes, il place sa cavalerie. Scipion innove complètement. Au lieu d'aligner ses légions en formation compacte, il crée des couloirs verticaux entre ses manipules, des passages où les éléphants pourront s'engouffrer sans causer de dégâts. Il positionne son infanterie légère dans ces couloirs avec l'ordre de harceler les pachydermes et de les paniquer. La bataille commence par la charge des éléphants, mais au lieu de percuter une masse compacte, les bêtes s'engouffrent dans les couloirs. Les vélites romains les criblent de javelots. Certains éléphants, affolés, font demi-tour et sèment le chaos dans les lignes carthaginoises. D'autres sont canalisés hors du champ de bataille. Les deux infanteries s'affrontent alors. Les mercenaires gaulois attaquent les Romains, mais sont repoussés. Quand ils tentent de se replier vers la deuxième ligne carthaginoise, celle-ci refuse de les accueillir, craignant la panique. Les mercenaires se retournent et combattent leurs propres alliés. Le carnage est indescriptible. Sur les flancs, la cavalerie de Massinissa écrase la cavalerie carthaginoise et quitte le champ de bataille en la poursuivant. L'infanterie romaine avance contre l'infanterie carthaginoise. Les vétérans d'Hannibal entrent finalement en action et stabilisent la situation. Le combat devient terriblement équilibré, mais la cavalerie de Massinissa revient au galop et charge dans le dos de l'armée carthaginoise. Les Carthaginois, pris en tenaille, sont massacrés. 20 000 hommes périssent, 10 000 sont capturés. Les Romains ne perdent que 1 500 hommes. Hannibal s'échappe et retourne à Carthage. Au Sénat, il déclare qu'il a perdu non seulement la bataille, mais la guerre entière. Carthage n'a plus d'armée, plus de flotte, plus d'alliés. Elle doit accepter les conditions de Rome. Le traité de 201 est dévastateur. Carthage perd toutes ses possessions extérieures, l'Espagne, les îles de Méditerranée occidentale, tous ses territoires sauf un petit territoire autour de la ville. Elle doit livrer sa flotte entière, ne gardant que 10 navires. Ses éléphants de guerre sont confisqués. Elle paie une indemnité de guerre de 10 000 talents, à régler sur 50 ans. Surtout, Carthage ne peut plus mener aucune guerre sans l'autorisation de Rome. Elle devient une vassale. Scipion rentre à Rome, où il reçoit un triomphe exceptionnel. Le Sénat lui décerne le titre de Scipion l'Africain, celui qui a vaincu l'Afrique. Rome est la maîtresse incontestée de la Méditerranée occidentale. Hannibal tente de réformer Carthage. Il devient magistrat en 196, lutte contre la corruption, réforme les finances, rétablit la prospérité.
mais Rome exige son extradition. En 195, Hannibal s'exile. Il fuit en Syrie, puis en Bithynie. En 183, traqué par les agents romains, il se suicide en avalant du poison. Il avait 64 ans. Pendant 40 ans, Carthage respecte scrupuleusement le traité. La ville se concentre sur le commerce et l'agriculture. Elle draine les marais, irrigue les terres, développe des cultures intensives d'oliviers et de céréales. La prospérité revient. En 150, Carthage a remboursé intégralement son indemnité de guerre avec 10 ans d'avance. Cette résurrection économique terrifie Rome. Massinissa, le roi de Numidie, allié fidèle de Rome, grignote constamment le territoire carthaginois, s'emparant de terres fertiles. Carthage proteste auprès de Rome, qui envoie des délégations pour arbitrer. Ces délégations, dont fait partie le sénateur Caton l'Ancien, constatent l'enrichissement de Carthage. Caton rentre à Rome obsédé par une idée. Carthage doit être détruite. Il termine chaque discours au Sénat, quel que soit le sujet débatté, par la phrase « Delenda et Carthago ». Carthage doit être détruite. Pour convaincre les sénateurs, il apporte un jour des figues fraîches cueillies à Carthage. Il les montre et demande quand elles ont été cueillies. Les sénateurs conviennent qu'elles sont fraîches. Caton révèle qu'elles ont été cueillies 3 jours plus tôt. L'ennemi est si près de nos murs. En 149, Massinissa envahit le territoire carthaginois. Carthage lève une armée pour se défendre, violant le traité qui l'oblige à demander l'autorisation de Rome. C'est le prétexte que Rome attendait. Le Sénat déclare la Troisième Guerre punique. Rome exige d'abord que Carthage livre 300 otages. Carthage obéit. Puis Rome ordonne la livraison de toutes les armes. Carthage livre 200 000 armures et 2000 catapultes. Enfin, les consuls romains révèlent leur véritable exigence. Carthage doit être abandonnée et détruite. Les habitants doivent fonder une nouvelle ville à au moins 16 km de la mer. Cette demande provoque la fureur des Carthaginois. Abandonner Carthage signifie renoncer à leur identité, à leur histoire, à leur commerce. La ville se rebelle. Les habitants massacrent les citoyens romains présents dans la cité. Ils fondent des armes avec tous les métaux disponibles, transformant les bijoux en épées, les statues en boucliers. Les femmes coupent leurs cheveux pour fabriquer des cordes pour les catapultes. Les Romains assiègent Carthage en 149. La ville possède des murailles colossales, triple rempart haut de 15 mètres, avec des casernes pour 4000 cavaliers et 20 000 fantassins intégrés dans les murs. La population se bat avec l'énergie du désespoir. Pendant 2 ans, toutes les attaques romaines échouent. En 147, Scipion Émilien, petit-fils adoptif de Scipion l'Africain, prend le commandement du siège. Il comprend que seul un blocus total peut venir à bout de la cité. En 20 jours, ses troupes construisent un mur de siège coupant Carthage de son arrière-pays. Il fait construire une digue massive bloquant l'entrée du port. Carthage est isolée. Les Carthaginois réagissent avec ingéniosité. Ils percent un nouveau passage depuis le port militaire vers la mer et lancent leur flotte par surprise. Mais l'incompétence de l'amiral carthaginois gaspille cet avantage. Scipion Émilien occupe l'avant-port, installe des machines de siège. L'étau se resserre. La famine s'installe. Les défenseurs mangent les cuirs, puis les cadavres. Hasdrubal, le commandant carthaginois, exécute publiquement les prisonniers romains pour terroriser la population et l'empêcher de se rendre. Au printemps 146, Scipion Émilien lance l'assaut final. Ses troupes s'emparent des ports, puis de l'agora. 50 000 civils demandent grâce et sont épargnés, mais réduits en esclavage. Le combat se poursuit dans les rues vers la citadelle de Byrsa. Les immeubles de 6 étages bordant les artères servent de forteresse aux derniers défenseurs. Scipion Émilien ordonne d'incendier la ville. Pendant 6 jours, les Romains progressent d'immeuble en immeuble, jetant les cadavres dans les rues, piétinant les corps pour avancer. Les scènes d'horreur se multiplient. Des familles entières se suicident plutôt que de se rendre. 1 millier de combattants, incluant Hasdrubal et sa famille, se retranchent dans le temple d'Eshmoun, au sommet de Byrsa. Quand Hasdrubal comprend que tout est perdu, il sort seul et se jette aux pieds de Scipion Émilien pour implorer sa grâce. Sa femme, du haut du temple, maudit sa lâcheté. Elle égorge ses enfants et se jette avec eux dans les flammes.
Les derniers défenseurs mettent le feu au sanctuaire et périssent dans l'incendie. Carthage brûle pendant 10 jours. Scipion Émilien contemple la destruction et pleure. Il cite l'Iliade d'Homère. Un jour viendra où la sainte Ilion aura vécu. À l'historien Polybe qui l'interroge, il confie qu'il craint le même sort pour Rome. La cité est systématiquement rasée. Le territoire est maudit et déclaré propriété des dieux. La légende prétend que les Romains répandent du sel sur le sol pour le stériliser. Mais cette histoire, bien que symboliquement puissante, reste invérifiable. Les 3 guerres puniques ont duré 118 ans, de 264 à 146 avant Jésus-Christ. Ces conflits ont façonné l'histoire du monde antique et déterminé le destin de la civilisation occidentale. Rome est sortie victorieuse, mais transformée. De simple cité italienne, elle est devenue la maîtresse de la Méditerranée occidentale, contrôlant la Sicile, la Sardaigne, la Corse, l'Espagne et l'Afrique du Nord. Cette expansion a nécessité la création d'une administration provinciale, la levée d'armées permanente, l'afflux de richesses colossales. La République romaine traditionnelle a commencé à se fissurer sous la pression de cet empire grandissant. Les guerres ont produit des généraux exceptionnels. Hamilcar Barca a créé l'armée d'Espagne. Hannibal a démontré un génie tactique qui reste étudié aujourd'hui dans toutes les écoles militaires. Sa traversée des Alpes, sa campagne en Italie, son encerclement à Cannes représentent des exploits militaires rarement égalés. Scipion l'Africain a vaincu Hannibal en copiant et améliorant ses méthodes. Scipion Émilien a achevé l'œuvre de destruction. Carthage a disparu corps et âme. Une civilisation millénaire s'est éteinte. Sa langue punique a été oubliée. Ses archives ont brûlé. Ses temples ont été rasés. Seuls subsistent quelques témoignages grecs et romains, souvent hostiles. Nous ne connaissons l'histoire carthaginoise qu'à travers les yeux de ses ennemis. Sur le plan stratégique, ces guerres ont établi des principes militaires fondamentaux. La supériorité navale s'est révélée décisive pour contrôler la Méditerranée. La capacité à mobiliser des ressources humaines et économiques sur la durée a primé sur le génie tactique individuel. Rome a perdu presque toutes les batailles contre Hannibal, mais a gagné la guerre par sa capacité à reconstituer ses armées et à refuser la défaite. L'impact économique fut colossal. Rome contrôle désormais les routes commerciales méditerranéennes, les mines d'argent espagnoles, les terres fertiles d'Afrique du Nord. L'argent afflue vers l'Italie. Une classe de marchands et de financiers enrichis émerge, modifiant profondément la société romaine. Les esclaves, capturés par dizaines de milliers durant les guerres, remplacent les petits paysans libres dans les campagnes. Cette transformation sociale prépare les crises de la République tardive. Sur le plan diplomatique, Rome a établi un précédent terrible. Les vaincus ne méritent aucune pitié. Contrairement aux guerres grecques classiques, où les cités vaincues conservaient leur autonomie, Rome annihile complètement Carthage. Ce précédent sera répété contre Corinthe, rasé la même année en 146, puis contre Jérusalem en 70 de notre ère. La destruction de Carthage a également supprimé toute rivalité en Méditerranée occidentale. Pendant 2 siècles, aucune puissance ne contestera la domination romaine sur ces mers. Cela permettra à Rome de se concentrer sur l'Orient, conquérant la Grèce, la Macédoine, la Syrie et finalement l'Égypte. Les personnalités de cette épopée restent gravées dans l'histoire. Hannibal symbolise le génie militaire contrarié par les circonstances. Malgré ses victoires éclatantes, il n'a jamais reçu de Carthage les renforts nécessaires. Sa vie errante après la guerre, sa fuite perpétuelle, son suicide pour échapper à la capture, illustrent la tragédie d'un grand homme abandonné par sa patrie. Scipion l'Africain représente l'audace calculée. Il a compris qu'il fallait attaquer Carthage directement, plutôt que s'épuiser à combattre Hannibal en Italie. Sa victoire à Zama a établi sa réputation comme l'un des plus grands généraux de l'histoire. Pourtant, ses dernières années furent amères. Accusé de corruption par ses ennemis politiques à Rome, il s'exila volontairement et mourut loin de la cité qu'il avait sauvée. Caton l'Ancien incarne l'intransigeance romaine. Son obsession de la destruction de Carthage révèle la mentalité impérialiste de Rome. Carthage, même affaiblie, même pacifiée, même vassale, restait un affront à la domination romaine absolue. Elle devait disparaître.
Les chiffres de ces guerres donnent le vertige. Durant la première guerre punique, près de 700 navires romains ont coulé, emportant environ 200 000 marins. À Cannes seul, 50 000 Romains sont morts en une journée. Le siège de Carthage a fait probablement plus de 150 000 morts parmi les civils. Sur l'ensemble des 3 conflits, les pertes humaines dépassent le million de personnes. Ces guerres ont aussi généré d'extraordinaires innovations technologiques. Le corvus romain a révolutionné la guerre navale. Les machines de siège se sont perfectionnées à chaque conflit. Les techniques de fortification ont évolué, comme le montrent les triples remparts de Carthage. La logistique militaire a atteint un niveau de sophistication inédit, permettant d'approvisionner des armées de dizaines de milliers d'hommes sur de vastes distances. L'héritage culturel perdure également. Les récits de la guerre punique ont inspiré des générations d'écrivains, de poètes, de dramaturges. Virgile, dans l'Énéide, raconte l'amour tragique de Didon, reine de Carthage, et d'Énée, ancêtre mythique des Romains, jetant ainsi les bases symboliques de la haine entre les 2 cités. Tite-Live, Polybe, Appien ont consacré des volumes entiers à ces guerres, préservant la mémoire des exploits et des atrocités. La question morale hante ces conflits. Carthage méritait-elle vraiment l'anéantissement total? Les Romains se sont-ils montrés excessivement cruels? Polybe, historien grec témoin de la destruction finale, rapporte les larmes de Scipion Émilien devant les ruines fumantes. Cette ambivalence traverse les sources antiques. Certains loupent la détermination romaine, d'autres condamnent la destruction gratuite d'une grande civilisation. Les guerres puniques ont aussi révélé les limites du système républicain carthaginois. Contrairement à Rome, où le Sénat et les consuls unissaient leurs efforts face au danger, Carthage souffrait de divisions internes constantes. Le parti de la paix et le parti de la guerre s'affrontaient. Les généraux brillants comme Hannibal ne recevaient pas le soutien nécessaire. Cette désunion a coûté cher face à la cohésion romaine. Le rôle de la cavalerie numide mérite d'être souligné. Massinissa et ses cavaliers ont joué un rôle décisif à Zama. Rome a compris très tôt l'importance de s'attacher des alliés locaux dotés de capacités militaires spécifiques. Cette politique d'alliance sera systématisée dans toutes les conquêtes romaines ultérieures. Les conséquences géopolitiques à long terme sont immenses. En détruisant Carthage, Rome a créé un vide de pouvoir en Afrique du Nord. La région sera romanisée, devenant le grenier à blé de l'Empire. Des villes comme Leptis Magna, Timgad, Volubilis témoignent encore aujourd'hui de cette transformation. Mais le souvenir de Carthage ne s'est jamais complètement effacé. Au 5e siècle de notre ère, quand les Vandales traverseront la Méditerranée et s'empareront de l'Afrique du Nord, ils choisiront Carthage, reconstruite par les Romains, comme capitale. Ces guerres ont également marqué un tournant dans la conception romaine de la guerre. Avant les guerres puniques, Rome menait des guerres limitées contre ses voisins italiens, cherchant généralement à les soumettre et à les intégrer. Contre Carthage, Rome a découvert la guerre totale, la guerre d'extermination où l'ennemi doit être entièrement détruit. Cette brutalité deviendra une caractéristique de l'impérialisme romain. L'étude de ces conflits révèle aussi le rôle crucial du hasard et de l'individu dans l'histoire. Si Hannibal avait marché sur Rome après Cannes, si Carthage avait envoyé des renforts massifs en Italie, si Scipion n'avait pas découvert le passage de la lagune à Carthagène, le cours de l'histoire aurait pu basculer. Rome aurait pu être vaincue, Carthage aurait pu dominer la Méditerranée, et notre monde actuel serait radicalement différent. La destruction finale de Carthage en 146 avant Jésus-Christ coïncide avec la destruction de Corinthe en Grèce la même année. Rome envoie ainsi un message clair à tout le monde méditerranéen. La résistance à Rome mène à l'anéantissement. Cette démonstration de force brutale établit la paix romaine, la Pax Romana, qui durera 2 siècles. L'ironie finale de ces guerres réside dans le destin de Rome elle-même. Scipion Émilien, contemplant les ruines de Carthage, craignait que Rome ne subisse un jour le même sort. Son pressentiment se révélera juste. En 410 de notre ère, les Wisigoths pilleront Rome. En 455, les Vandales, partis justement de Carthage reconstruite, la saccageront à leur tour. En 476, le dernier empereur romain d'Occident sera déposé.
La roue de l'histoire a tourné. Les guerres puniques marquent donc un moment charnière de l'histoire mondiale. Elles ont déterminé que la civilisation occidentale serait latine et non punique, romaine et non carthaginoise. Elles ont forgé l'Empire romain qui dominera le monde méditerranéen pendant 6 siècles. Elles ont établi des principes stratégiques et tactiques qui restent pertinents aujourd'hui. Elles ont produit des héros et des monstres, des victoires et des tragédies. Ces 118 années de conflit ont redessiné la carte du monde antique. La Méditerranée est devenue un lac romain, Mare Nostrum. Les routes commerciales, les flux culturels, les échanges technologiques se sont tous réorientés vers Rome. Le latin a supplanté le punique comme langue dominante en Afrique du Nord. Le droit romain, la littérature latine, l'architecture romaine se sont diffusés dans tous les territoires conquis. Mais le prix payé fut terrible. Des centaines de milliers de morts, des villes rasées, des peuples réduits en esclavage, une civilisation entière effacée. La victoire de Rome a été totale, absolue, définitive. Carthage n'existe plus que dans les livres d'histoire, dans les ruines archéologiques, dans la mémoire collective. Hannibal reste un nom mythique, symbole du génie militaire et de la tragédie du vaincu. Rome a triomphé et conquis le monde.